Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe quand le bip devient une arme fatale? On dit comment le bip, qu'on connaissait depuis 20-25 ans, on bipait. On bipait, aujourd'hui, plus bip que toi, tu meurs. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nino Ferrer qui parlait du téléphone qui sonne, mais là on va pas parler de téléphone, on va parler de beepers qui explosent. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Liban? Oui, ce beeper qui explose, c'est quand même assez en même temps terrifiant, meurtrier. Et il faut savoir que la guerre se poursuit. Vous savez, Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien la guerre, cette guerre de l'ombre, est aussi la continuation de la guerre elle-même, mais par d'autres moyens. 9 personnes sont mortes, 2800 ont été blessées au Liban. Hier, mardi, en début d'après-midi, par l'explosion de beepers. Vous savez que ce qui s'était passé, c'était que le Hezbollah et Israël sont en guerre depuis longtemps. Hezbollah est évidemment au Liban et surtout dans le sud Liban et un peu partout d'ailleurs, pas seulement dans le sud Liban. Eh bien, comme vous savez d'ailleurs, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a toujours dit attention, méfiez-vous des téléphones portables parce qu'on peut localiser et là vous devenez des cibles. Donc ils ont acheté le Hezbollah, les cadres du Hezbollah, les militants du Hezbollah, les guerriers du Hezbollah ont acheté des beepers, des milliers de bips. Vous savez, les beepers, ces appareils là, beepers comme on dit. Eh bien, ils ont acheté ça au groupe taïwanais Gold Apollo. Et il s'est révélé que ces beepers étaient piégés. Et à l'heure fixe, à l'heure dite, l'Israélien avait piégé ces beepers. Eh bien, à l'heure dite, ça a explosé et ça a fait des morts et ça a fait des milliers de blessés dans les rangs du Hezbollah. Et c'est une opération tout à fait étonnante. Enfin, en tout cas, tout le monde, effectivement, à la fois déplore évidemment les dommages et les morts et les services de renseignement saluent l'exploit. Alain Rodier, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que cette opération spectaculaire, effectivement, est-ce que c'est une première par rapport aux bips utilisés en faisant des beepers des armes létales? C'est une première ou pas? Alors, c'est une première par la quantité, c'est-à-dire le nombre de beepers qui ont explosé est phénoménal. Oui. Jusqu'à maintenant, les Israéliens qui ont toujours mené une guerre secrète pouvaient piéger des téléphones portables, par exemple. Ouais. C'est arrivé à plusieurs reprises, mais la cible était bien définie. On disait tel terroriste qui était par exemple un fabricant de bombes ou de choses comme ça. Ouais, d'accord. Mais là, c'est l'ampleur de l'affaire qui est nouvelle. Mmh. Mais alors, oui. Justement, je voudrais savoir, à votre avis, c'est étonnant. Alors, il y a eu, j'en ai parlé là, vous le savez, le groupe taïwanais Gold Apollo a dit que les beepers du Hezbollah ont été produits par son partenaire hongrois, BAC. Donc, nous ne sommes pas responsables. Mais comment, on n'a peut-être pas les détails techniques, Alain Rodier, mais comment peut-on arriver à une telle sophistication de piéger des beepers? Est-ce que ça a été en Hongrie ou ça a été à Taïwan? Comment on arrive à cela? Bon, d'abord, il semble qu'effectivement, la société mère est très gênée et donc a renvoyé la balle donc sur un sous-traitant, je ne sais pas comment l'appeler, d'ailleurs en assurant même que ils n'avaient vendu que le nom de leur société, et que donc c'était le sous-traitant hongrois qui était derrière le montage de ces beepers. Oui. Donc ensuite, le grand mystère, c'est à quel moment les Israéliens, parce que il y a qu'eux qui peuvent faire ça, ont intercepté ces beepers
pour les piéger et avant qu'ils soient remis au Liban, parce que d'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés au Liban en commande groupée au début de l'année. C'est ça, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, exactement. Tout à fait. Voilà, donc pour le moment, bien sûr, on n'a pas le détail. Est-ce qu'ils ont été piégés à la fabrication, c'est-à-dire en Hongrie, ou est-ce que la cargaison a été interceptée à un moment? Je l'ai dit, tout de même, je crois que ça fait 3000 appareils. Ouais. S'il faut les manipuler pour rajouter quelques grammes d'explosifs, c'est une affaire qui est tout de même assez longue. Tout à fait. Et c'est ça qui est, enfin, énorme. On se dit, mais comment, alors on le saura un jour, on le saura peut-être un jour, comment ils ont pu faire, et comme vous dites, est-ce que c'est au niveau du Liban, parce que ça a été livré, effectivement, il y a quelques mois, au Hezbollah, par la société BAC, la société hongroise, hein, la succursale de l'autre, etc. Mais, est-ce que ça signifie une sophistication, une très avancée? On le savait que les Israéliens ont été assez pilotes dans un certain nombre de phases de la guerre technologique mais en fait c'est du renseignement, parce que c'est à plusieurs niveaux. Le niveau du renseignement, savoir que effectivement telle société va livrer un certain nombre de beepers, et puis au niveau de l'action, comme vous dites, introduire des explosifs dans 3000 beepers, quoi. Ah oui, c'est phénoménal. Mais cela dit, les services israéliens nous ont habitués depuis des dizaines d'années. Ils sont en guerre depuis la création d'Israël, en réalité. Donc, ils nous ont habitués à des opérations absolument phénoménales. Je rappelle qu'ils arrivent à frapper en plein cœur de l'Iran. Bon, c'était pas ce sujet-là, mais ils avaient réussi à dérober des archives informatiques et papiers sur le programme nucléaire iranien en plein Téhéran. Et ils se sont débarrassés. Et ils ont tué Ismail Haniyeh également, qui était surprotégé, le chef du Hamas, en plein cœur de l'Iran également. Exactement, et sans parler de toutes les opérations homo qu'il mène à droite et à gauche. Mais la question est souvent posée, quel est le meilleur service secret au monde? On a tendance toujours à dire ce sont les Israéliens, mais tout simplement parce que les Israéliens se considèrent comme en guerre, en permanence, mais en guerre ouverte. Ouais, donc le pouvoir politique donne toute latitude à ses services pour mener des actions souvent violente qui engage sa responsabilité. Lui, donc, il est prêt à assumer. Bon, cette opération qui vient d'avoir lieu, il est évident qu'il ne va pas la revendiquer, mais en réalité, il se frotte un petit peu les mains parce que au-delà de l'exploit technique, il y a un petit côté très israélien, je dirais, c'est de dire à tous ses adversaires: nulle part vous êtes en sécurité, on pourra toujours vous toucher. C'est ça. Oui, c'est toujours le message. Il y a plusieurs messages, comme vous dites, simultanés qui sont donnés dans ces cas-là. Et en fait, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Alain Rodier, que les Israéliens ont toujours un petit pas d'avance? Parce que d'un autre côté, on se dit, il y a eu ça, mais il y a eu quand même plus que la faille, enfin pour eux catastrophique, le 7 octobre, où quand même il y avait 3000 membres, enfin du Hamas ou ailleurs, en tout cas de Gaza, qui sont venus, qui ont fait ce qu'ils ont fait en Israël, dans les kibboutz israéliens, et ils ont été, alors ça arrive, mais enfin l'armée ont été piégés. Donc comment ça se fait que d'un côté ils aient une telle sophistication, et de l'autre côté, ils se sont laissés piéger de manière extrêmement forte le 7 octobre dernier? Vous avez tout à fait raison. De toute façon, il n'y a aucun service de renseignement qui est parfait. Bien et sûr. Je rappelle, en dehors donc de l'affaire que vous venez d'évoquer, il y avait eu la surprise de la guerre du Kippour, où l'armée israélienne s'était fait surprendre. Sans tirer de leçons vraiment générales, on pourrait dire que les Israéliens sont moins bons dans la défensive que dans l'offensive. C'est-à-dire qu'ils voient moins venir une initiative de l'adversaire
que quand eux, ils passent à l'action. Ouais. Donc, aucun service n'est parfait. Le Mossad et le Shin Bet, parce qu'il ne faut pas oublier le Shin Bet non plus à l'intérieur, Oui. ils ont tous des moments de difficulté. C'est une évidence. Mais quand ils déclenchent une opération, généralement, elle arrive à terme. Bon, cela dit, ils ont aussi connu quelques échecs dans ce domaine. Sûr. Il suffit de reprendre l'historique. Ils ont eu quelques échecs dans des opérations offensives. Mais Alain Rodier, est-ce que pour revenir à cela, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour et assez vite la manière dont ils s'y sont pris, ou ce sera un secret, comme vous dites vous-même, et c'est vrai, ils vont peut-être jamais revendiquer cela, mais vous pensez que ce secret sera bien gardé, ou un jour, peut-être proche, on saura un peu comment ça s'est passé? Déjà sur le plan technique, je suppose que les appareils piégés et surtout ceux qui n'ont pas explosé, parce que dans ce genre de choses, il y en a toujours qui font un long feu, vont être analysés. Alors, il va falloir savoir si les autorités libanaises et le Hezbollah décident de diffuser l'information ou pas. C'est un autre problème. Mais à l'heure actuelle, je suis sûr que les enquêtes pour savoir où ça a pu se passer, et la grande question qui se pose et que tout le monde se pose, est-ce que c'est pas à la base de départ, c'est-à-dire en Hongrie, que cela a eu lieu, parce que ça semble plus logique. À moins que la cargaison ait disparu. Mais pour ça, comme je dis, 3000... oui, c'est difficile, ça. Oui, à piéger, ça prend un certain temps. Voilà, je pense qu'on finira au moins par avoir la localisation où la transformation de ces appareils a eu lieu. Oui, et dernière question, Alain Rodier. C'est un message envoyé au Hezbollah et ailleurs, vous l'avez dit d'ailleurs, voilà, vous n'êtes en sûreté nulle part. Est-ce qu'à votre avis, c'est un message, bon, ça fait partie de la guerre, c'est pas ça qui va arrêter la guerre, qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dure depuis quelques décennies et plus, mais est-ce que c'est un message qui, à votre avis, va porter? C'est une question plus politique, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il faudra écouter ce que va nous dire Nasrallah demain. Mais bon, là, ce sont des déclarations officielles. Bien sûr. Mais il est évident que parmi les activistes, ça peut poser question. Cela dit, les activistes de Hezbollah sont connus pour vouloir subir le martyre, enfin pas subir, atteindre le martyre, parce que c'est quasi leur idéal. Maintenant, pour les gens qui soutiennent le Hezbollah, c'est peut-être plus problématique. Parce que, bon, on l'a pas trop souligné, il y a eu beaucoup de gens du Hezbollah qui ont été touchés, mais également des personnes un petit peu extérieures. On a parlé de l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, qui était blessé, qui a été sérieusement blessé. Les premières annonces disaient qu'il n'était pas sérieusement blessé, mais il semble que ça soit pas le cas. Donc ça peut poser des problèmes, je dirais, aux gens qui sont moins fanatisés que la base. Et est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'au Liban, il y a des Libanais qui sont opposés au Hezbollah et qui, je ne dirais pas, ont pu ni collaborer, ni prêter, mais qui ne voient peut-être pas ça d'un très mauvais œil? C'est tout à fait possible. Cela dit, quand la cargaison... Alors, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé en une cargaison ou en plusieurs paquets? Ça, on le saura à un autre moment. Mais le Hezbollah contrôle à peu près tous les points d'entrée au Liban, par les ports et aéroports. D'accord. Et je pense pas que une masse de matériel que le Hezbollah avait commandé, il l'aurait laissé disparaître pendant plusieurs jours, comme ça. Donc, l'option libanaise, à mon avis, me semble un petit peu
délicate, quoi. Alors là, je vois mal comment ils auraient pu faire. Oui, moins importante, effectivement, moins peut-être probable que l'option hongroise. Merci Alain Rodier, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Évidemment, cette affaire sera suivie partout et on continuera à en parler. Et si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler. Notre ligne vous est ouverte. Appelez au 0826 300 300 ou réagissez sur notre Facebook Live. On se retrouve tout de suite pour parler de Jean-Michel Blanquer. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leader.